Les 7 et 8 août 2026, sur une station Sinopec de l'avenue U Jinping à Shanghai, j'ai vu les cuves d'essence arrachées du sol pour laisser place à une station de recharge ultra rapide de 1500 kW. Et je me suis souvenu du moment où j'ai commencé à croire à cette histoire. Ce même Sinopec, plus grand réseau de distribution de carburant au monde avec plus de 30 000 stations, semblait éternel il y a 2 ans à peine. En décembre 2024, il a lui-même reconnu que la demande d'essence en Chine avait atteint son pic. Pour financer cette conquête, BYD retarde les paiements à ses fournisseurs jusqu'à 270 jours. Plus de 20 concessions ont fermé d'un coup dans le Shandong en mai 2025 et les voitures invendues dorment 3 fois plus longtemps en stock que la moyenne du marché. Si c'est un tel triomphe, pourquoi Warren Buffett, entré au capital dès 2008, a-t-il vendu sa dernière action avant que tous ses titres n'éclatent? Je me suis fait avoir par cette histoire avant vous. Aujourd'hui, je démonte ce qui se cache derrière une pompe à essence sans réservoir. Une question avant qu'on continue. Si la station-service de votre quartier devenait demain une borne à 1500 kW, vous y verriez le progrès ou le prix caché que quelqu'un d'autre paie à votre place? Dites-le en commentaire, maintenant, avant qu'on compare vos réponses à la fin de la vidéo, et laissez un like si la question vous travaille déjà. Revenons avant les pompes arrachées, avant les 1500 kW, avant même les voitures. En 1995, un ingénieur nommé Wang Chuanfu fonde BYD pour fabriquer des batteries de téléphones portables, avec Motorola et Nokia comme clients. Rien d'électrique dans une voiture à ce stade, juste des cellules au lithium produites à la chaîne, à bas coût, pour le marché mondial de l'électronique. En 2003, l'entreprise change de trajectoire et se lance dans l'automobile. Un fabricant de batteries qui se met à construire des voitures. Sur le papier, ça sonnait comme un pari risqué. Avec le recul, ça ressemble surtout à la préparation méthodique d'un coût bien plus grand que produire des berlines. Puis, en septembre 2008, Berkshire Hathaway, le véhicule d'investissement de Warren Buffett, achète 10% de BYD pour 230 millions de dollars. À l'époque, c'était l'argument massu que tout le monde répétait. Si le meilleur investisseur du monde met son argent dans une boîte chinoise de batteries devenue constructeur automobile, c'est qu'il y a vu quelque chose que le reste du marché n'avait pas encore compris. Ce saut de qualité a circulé pendant des années, dans chaque article, chaque analyse, chaque argumentaire de vente, moi compris. On ne remet pas en question la lucidité de l'homme qui a bâti Berkshire Hathaway. On la cite comme preuve. En mars 2022, BYD arrête complètement la production de voitures à essence pure et concentre toute son industrie sur l'électrique et l'hybride rechargeable. Décision radicale, à contre-courant de tous les grands constructeurs mondiaux qui gardaient encore un pied dans le thermique. Le pari paie vite. En janvier 2024, BYD détrône Volkswagen et devient la marque numéro 1 des ventes en Chine, mettant fin à 15 ans de règne allemand. Sur l'année 2024, BYD vend 4,27 millions de véhicules, dégage environ 107 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 29%, et dépasse pour la première fois Tesla, coincé à 97,7 milliards, avec une croissance quasi nulle. Et moi, dans tout ça, j'ai regardé ces chiffres comme des preuves irréfutables. La marque qui tue l'essence, l'investisseur légendaire qui a multiplié sa mise, le classement numéro 1 arraché à un géant centenaire. Honnêtement, ça m'a donné envie d'y croire. À la voiture, à l'action, aux deux peut-être. Quand une entreprise passe de fabricant de batteries de téléphone à rival direct de Tesla en un peu moins de 30 ans, on a envie de se dire qu'on a repéré la martingale avant tout le monde. C'est exactement le genre d'histoire qu'on raconte pour vendre. Et c'est exactement le genre d'histoire qu'il faut vérifier ligne par ligne. Sauf que quelque chose, dans cette success story, a commencé à me chiffonner bien avant que je n'entende parler d'une station de Shanghai sans réservoir. Pas un chiffre en particulier, pas encore. Juste une question qui revenait, insistante. Une croissance aussi verticale, financée comment exactement ? Je ne le savais pas au moment où j'ai cru à l'histoire. Vous non plus, probablement. On va y venir, et ça commence, très concrètement, par la manière dont BYD ne conquiert pas un marché,
mais s'empare, station par station, de l'infrastructure physique de toute l'ère du pétrole. Vous vous souvenez peut-être du moment où j'ai arrêté de sourire en pensant que BYD n'était qu'un constructeur automobile. Le 23 mars 2022, l'entreprise signe un accord mondial avec Shell. Oui, Shell, le géant pétrolier, pour déployer des infrastructures de recharge en Chine, puis en Europe. À l'époque, ça sonnait comme une simple alliance commerciale de plus. Avec le recul, c'était le premier coup de pioche d'un projet bien plus ambitieux. Ne pas vendre des voitures électriques à côté du système pétrolier, mais s'installer physiquement dedans. Février 2024, direction le Brésil. BYD et Raizen, l'opérateur local du réseau Shell, annoncent 600 stations de recharge dans 8 villes, avec des réductions exclusives pour les propriétaires BYD. Rien de spectaculaire en soi, sauf que ce même mois-là, à des milliers de kilomètres de là, en Chine, une autre porte s'entr'ouvrait discrètement. Pas d'annonce fracassante, pas de conférence de presse, juste une coopération informelle qui démarre en juin 2024 entre BYD et Sinopec, le premier réseau de stations-service du pays, pour commencer à transformer certaines pompes à essence en points de recharge. Le détail qui devrait vous arrêter, c'est le contexte dans lequel ça se passe. En décembre 2024, Sinopec elle-même déclare que la demande de pétrole en Chine a atteint son pic cette année-là. Sinopec et PetroChina gèrent à elles deux environ la moitié des plus de 100 000 stations-service du pays, et la vente de carburant représente encore près de la moitié de leur chiffre d'affaires. Autrement dit, le plus gros distributeur de pétrole de Chine coopère avec l'entreprise qui contribue à tuer sa demande. Ça, moi, je trouve ça vertigineux, et personne, à l'époque, n'en parlait vraiment comme d'une bascule historique. Puis vient le 3 juin 2026. Ce jour-là, à Pékin, BYD et Sinopec signent un accord cadre stratégique, cette fois formel, sur 3 volets. Construction commune du réseau flash charging sur les stations Sinopec, création d'un écosystème énergie plus service automobile et coopération sur toute la chaîne d'approvisionnement, matériaux, carburant, stockage d'énergie, achats groupés. L'objectif affiché, 20 000 stations flash charging d'ici la fin de l'année 2026. Sinopec possède plus de 30 000 stations-service et avait déjà construit plus de 14 000 points de recharge ou d'échange de batteries. À la mi-2026, BYD en revendiquait déjà plus de 6 100. Le chiffre grimpe vite. Trop vite peut-être, mais gardons ça pour plus tard. Techniquement, cette ambition s'appuie sur une base réelle, et il faut le reconnaître. En mars 2025, BYD présente sa plateforme Super e-Platform et sa technologie flash charging. Puissance de pointe, 1000 kW. De 10 à 80%, ou plutôt une recharge de 400 km d'autonomie en 5 minutes sur les modèles Han L et Tang L. Comparez ça au superchargeur Tesla V4, environ 3 fois moins puissant. Pour la première fois, une infrastructure de recharge chinoise ne cherche plus à imiter le plein d'essence, elle cherche à le battre en vitesse. Et puis il y a eu ce qui s'est passé les 7 et 8 août 2026, à Shanghai, sur la Huqingping Road, près du nœud de transport de Hongqiao. Une station Sinopec tout à fait ordinaire, sauf qu'elle ne l'est plus. Les cuves à carburant ont été démontées. À la place, 12 postes de recharge répartis sur 6 bornes en T, chacune avec 2 câbles. Des batteries tampons, 4 blocs lithium fer phosphate par borne, absorbent le pic de puissance et ne tirent, selon BYD, que 100 kW du réseau en continu, se rechargeant elles-mêmes pendant les temps morts. Selon l'entreprise, la promesse tient. 10 à 70% en 5 minutes, 10 à 97% en 9 minutes, même à moins 30 degrés, avec seulement 3 minutes de retard. Autour, plus un seul pompiste. Une boutique Sinopec, EasyJoy, fonctionne sans personnel, ouverte 24 heures sur 24, avec un coin repos équipé d'un poste de contrôle de tension et de pouls. On est loin, très loin, de la station-service de votre enfance. C'est impressionnant. Je ne vais pas prétendre le contraire. L'ingénierie est réelle, la vitesse de recharge aussi. Mais 20 000 stations promises pour la fin de l'année, une puissance triple de celle de Tesla, un réseau pétrolier historique qui ouvre ses portes à son propre fossoyeur. Tout ça coûte de l'argent. Beaucoup d'argent, construit vite,
par une entreprise qui, la même année, bradait ses prix de plus de 30% sur certains modèles. Alors la question que je me pose, et que vous devriez vous poser aussi, qui paie vraiment la facture de cette révolution? Je vais vous avouer une chose, l'un des arguments qui m'a le plus convaincu avec BYD, ce n'était pas la voiture. C'était un nom, Warren Buffett. En septembre 2008, Berkshire Hathaway a acheté 10% de BYD pour 230 millions de dollars, à une époque où l'entreprise fabriquait encore surtout des batteries pour téléphones Nokia et Motorola. Pour moi, et pour beaucoup d'investisseurs, ce nom valait un saut de qualité. Si le meilleur investisseur du monde met de l'argent là-dedans, on se dit qu'il sait quelque chose qu'on ignore. C'est rassurant. C'est aussi, avec le recul, terriblement naïf. Et sur le papier, ce pari a été un triomphe total. Berkshire est sorti du capital de BYD avec un rendement supérieur à 20 fois sa mise, environ 4 milliards de dollars de bénéfices. De quoi transformer n'importe quel sceptique en croyant. Sauf que ce chiffre, aussi impressionnant soit-il, cache une question bien plus dérangeante que la performance elle-même. À quel moment exact Buffett a-t-il commencé à vendre? Parce que le calendrier, lui, ne ment pas. Berkshire a entamé la vente de sa participation en août 2022. Un mois presque exact après l'événement qui a fait basculer BYD dans une autre catégorie. L'arrêt total de la production de voitures purement thermiques, en mars 2022. Le moment où l'entreprise a officiellement tourné le dos à l'essence pour devenir l'un des plus grands constructeurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables au monde. Le moment, justement, que tout le monde célébrait comme le vrai début du triomphe. Buffett, lui, a commencé à sortir. Cette coïncidence de calendrier est le fait le plus troublant que je vais vous donner dans cet acte, et elle mérite qu'on la garde en tête pour la suite de cette histoire. D'ailleurs, si vous voulez comprendre comment cette affaire continue à se dérouler mois après mois, abonnez-vous. Les prochaines révélations sur cette expansion et sur l'électrique en général risquent de vous intéresser. La vente ne s'est pas arrêtée là, et elle ne s'est pas faite discrètement sur plusieurs années comme on pourrait s'y attendre d'un investisseur patient façon Buffett. À peine 10 mois après le début du désengagement, en juin 2023, Berkshire avait déjà cédé environ 76% de sa participation initiale. C'est un rythme de sortie rapide, presque pressé, pour un homme dont la réputation entière repose sur la patience et l'horizon long terme. Ce n'est pas le tempo d'un investisseur qui prend ses bénéfices tranquillement après 15 ans de fidélité. Et la sortie s'est achevée au début de l'année 2025. Berkshire Hathaway a alors quitté totalement le capital de BYD sans laisser une seule action derrière elle. Officiellement, aucune explication publique n'a jamais été donnée sur les raisons de cette vente. Aucune déclaration, aucune justification stratégique. Juste un désengagement complet, achevé pile au moment où, comme on va le voir, les premières fissures sérieuses dans l'empire BYD ont commencé à apparaître au grand jour. Alors, coïncidence ou pas? Je ne vais pas prétendre lire dans les pensées de Buffett, et je ne vous dirai pas qu'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Ce que je peux vous dire, c'est que le calendrier de sa sortie colle avec une précision troublante au calendrier des ennuis à venir. Et dans le prochain acte, on va justement aller voir ce qui finançait vraiment cette croissance fulgurante, pendant que l'argent le plus malin quittait discrètement la table. Voilà, la station de Shanghai avec ses réservoirs arrachés, ses 12 bornes à 1500 kW. Impressionnant, non? Moi aussi j'ai été bluffé la première fois. Mais reculez d'un pas et posez-vous la vraie question. Qui a payé pour cette vitesse? Parce que quand une entreprise construit 20 000 stations en 18 mois tout en pulvérisant Tesla en volume, il y a deux façons de financer ça, par les profits ou par les autres. Et BYD, apparemment, a choisi la seconde option. Le mécanisme s'appelle la D-Chain, une chaîne de paiement où BYD règle ses fournisseurs non pas en cash, mais en billets à ordre sans intérêt, avec des délais pouvant grimper jusqu'à 270 jours. 9 mois. Traduisez ça en langage humain. Un fabricant de pièces livre sa marchandise et il attend potentiellement jusqu'à 3 trimestres pour voir la couleur de l'argent. Pendant ce temps, c'est lui qui porte le risque de trésorerie, pas BYD. La vitesse de croissance de la marque,
elle est essentiellement sous-traitée à ses propres fournisseurs. Fin 2024, une fuite de correspondance interne confirme ce que tout le monde soupçonnait déjà. BUID exige de ses fournisseurs une baisse de prix de 10% pour l'année 2025. 10%, en pleine explosion des ventes, alors que l'entreprise vient de dépasser Volkswagen en Chine et Tesla en chiffre d'affaires mondial. Ce n'est pas le geste d'une société qui manque d'argent. C'est le geste d'une société qui a choisi de faire payer sa marge par la chaîne d'approvisionnement plutôt que par ses propres comptes. La révolte des fournisseurs, elle, est restée feutrée. Ils n'avaient pas vraiment le choix. Et puis, le 1er juin, changement de décor. Une nouvelle réglementation chinoise impose aux grandes entreprises de régler leurs fournisseurs sous 60 jours. Pas 270, 60. Officiellement, c'est une mesure générale pour l'ensemble du secteur automobile. Mais dans les faits, difficile de ne pas y voir une réponse directe à des pratiques comme celle de BUID. Quand un régulateur doit légiférer pour forcer un géant à payer ses factures à temps, c'est qu'il y avait un problème. Un vrai. Mai 2025, le premier signal visible côté distribution. Le réseau de concessionnaires Tiancheng, dans la province du Shandong, s'effondre. Plus de 20 salons du format Tian 4S ferment ou suspendent leur activité, du jour au lendemain. Ce ne sont pas des petites boutiques marginales, c'était un réseau établi, un maillon de la chaîne qui vend, livre, entretient les voitures que vous, potentiels acheteurs, iriez chercher près de chez vous. Et il s'écroule pendant que la marque bat des records de vente ailleurs. Ça devrait vous alerter. Les chiffres de la CADA, l'Association chinoise des concessionnaires automobiles, confirment que ce n'est pas un accident isolé. En mai 2025, le délai moyen de stockage des voitures BUID invendues chez les concessionnaires atteint 3,21 mois, contre 1,38 mois pour la moyenne du secteur. Presque 2 fois et demi plus long. Concrètement, les concessionnaires immobilisent du cash sur des stocks qui dorment, pendant que le siège annonce des chiffres de vente mondiales mirobolants. Il y a un décalage entre le récit qu'on vous vend et la réalité du terrain. Et ce décalage, ce sont les concessionnaires qui l'encaissent en premier. Comment BUID répond à cette accumulation de stocks invendus? Pas en ralentissant, en rebaissant les prix. Fin mai 2025, la marque déclenche une nouvelle vague de guerre des prix, avec une réduction de plus de 30% sur l'un de ses modèles. 30%, ce n'est pas une promotion, c'est une saignée. Et cette fois, même le régulateur chinois du marché intervient publiquement, appelant les constructeurs à corriger la concurrence involutive. L'expression a été reprise jusque dans la bouche du Premier ministre Li Qiang. Quand Pékin s'en mêle, c'est que le système entier grince. Ce qui me frappe, moi, en tant que spectateur qui voulait croire à l'histoire du triomphe, c'est la simultanéité de tout ça. Au même moment où BYD inaugure sa station futuriste à Shanghai, où elle signe un accord stratégique historique avec Sinopec pour 20 000 bornes, ses propres fournisseurs attendent leur argent, ses concessionnaires ferment boutique et son régulateur la rappelle à l'ordre. La façade brille, les fondations, elles, craquent déjà. Et si c'est déjà le prix payé à l'intérieur des frontières chinoises, fournisseurs étranglés, concessionnaires en faillite, prix cassés pour écouler des stocks qui pourrissent, alors une question s'impose, presque malgré moi. Si le marché intérieur commence à craquer sous cette cadence, qui va payer la note suivante? Parce qu'il s'avère que la réponse ne se trouve pas seulement dans un tableau Excel chinois. Elle se trouve à des milliers de kilomètres de là, sur un chantier au Brésil. Il y a un moment, dans cette histoire, où l'accélération cesse d'être impressionnante et devient inquiétante. Nous sommes en décembre 2024. Pendant que BYD dévoile ses ambitions de station ultra rapide et que Sinopec commence à démonter ses réservoirs, sur un chantier à Camaçari, dans l'état de Bahia au Brésil, les autorités débarquent et arrêtent tout. Ce que je vous racontais comme une success story de conquête énergétique a, en réalité, un envers beaucoup moins reluisant. Et il faut le regarder en face. Les chiffres d'abord, parce qu'ils ne laissent aucune place au doute. 471 travailleurs chinois avaient été amenés au Brésil de façon illégale pour construire l'usine BYD. 163 d'entre eux ont été officiellement reconnus comme secourus de conditions assimilables à l'esclavage. On leur confisquait jusqu'à 60% de leur salaire. On leur retirait leur passeport, ce geste précis qui transforme un contrat de travail en piège. Et sur le site,
un seul toilette pour 31 hommes. Ce n'est pas de la négligence administrative, c'est un système organisé. L'employeur direct de ces ouvriers n'était pas BID elle-même, mais un sous-traitant. Xinjiang Open Engineering. Et c'est là que le vernis de la success story commence à craquer. Parce que tout le modèle de croissance ultra rapide de BID, les usines, les partenariats, maintenant les stations flash charging chez Sinopec, repose sur des cascades de fournisseurs et de sous-traitants qui exécutent le travail pendant que la maison mère engrange les annonces triomphales. Quand ça tourne bien, personne ne pose de questions sur qui construit réellement. Quand ça tourne mal, on découvre l'ampleur du problème. Je dois être honnête avec vous, la réaction de BID a été rapide. Dès que le scandale a éclaté, l'entreprise a résilié immédiatement son contrat avec Xinjiang Construction Brazil. En janvier 2025, elle a signé un accord, un TAC, avec le ministère public du Travail brésilien pour un montant de 40 millions de reais. Ce n'est pas rien. C'est le genre de réponse qu'on attend d'une entreprise qui veut limiter les dégâts d'image avant qu'ils ne s'étendent à l'international. Sur ce point précis, je ne peux pas accuser BID d'avoir fermé les yeux. Mais posez-vous la question avec moi, une seconde. Est-ce que la rapidité de la réaction efface la question de fond ? Une entreprise qui construit 20 000 stations en Chine, une usine au Brésil, des partenariats avec Shell et Raizen sur plusieurs continents à la fois, combien de sous-traitants, combien de chantiers, combien de chaînes d'approvisionnement échappent réellement à son regard direct ? Le cas de Camaçari n'a pas été découvert parce que BID l'a signalé elle-même. Il a été découvert parce que les autorités brésiliennes ont fait leur travail. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'une réaction rapide après coup suffit à excuser un système qui rend ce genre de scandale prévisible ? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais vraiment lire votre avis là-dessus. Ce n'est d'ailleurs pas la seule pression extérieure qui pèse sur l'expansion internationale de BID. Depuis le 30 octobre 2024, l'Union européenne applique des droits de douane compensatoires sur les véhicules électriques chinois. 17% pour BID, jusqu'à 35,3% pour d'autres constructeurs comme SAIC. C'est une tentative claire de Bruxelles de freiner la percée chinoise sur le marché automobile européen. Et là encore, je dois être honnête avec vous. Ces droits de douane n'ont pas stoppé les ventes de BYD en Europe. L'entreprise continue de vendre, continue de croître, contourne parfois même la barrière tarifaire grâce à ses modèles hybrides rechargeables. Ce qui me frappe en mettant tout cela bout à bout, ce n'est pas un fait isolé, c'est un motif qui se répète. Des fournisseurs payés avec des délais qui s'étirent jusqu'à 270 jours. Des concessionnaires qui ferment brutalement en pleine croissance officielle de l'entreprise. Et maintenant, un chantier où des ouvriers se retrouvaient dans des conditions proches de l'esclavage, sous couvert d'un sous-traitant. 3 maillons différents de la même chaîne, 3 symptômes de la même logique. Croître plus vite que ce qu'on peut honnêtement superviser, financer et payer. Alors oui, BYD a coupé les ponts avec Xinjiang dès que le scandale a éclaté. Oui, l'entreprise a payé pour réparer. Mais moi, ce qui m'empêche de dormir tranquille dans cette histoire, ce n'est pas ce cas-là. C'est celui qu'on n'a pas encore découvert. Combien d'autres chantiers, combien d'autres sous-traitants, combien d'autres concessionnaires au bord de la faillite existent en ce moment même, quelque part dans cette chaîne d'expansion mondiale, sans qu'aucune autorité ne soit encore venue frapper à la porte. Parce que dans le dernier acte, je vais relier tout ça, la technologie, l'argent, les gens, et le moment exact où Warren Buffett a choisi de sortir. Je vais être honnête avec vous, la technologie, elle, est réelle. 5 minutes pour récupérer 400 km d'autonomie, 1000 kW de puissance de crête. Une station à Shanghai où on a littéralement arraché les cuves à essence pour les remplacer par des batteries tampons. J'ai vu les chiffres, j'ai vu les photos, et je ne vais pas vous mentir en prétendant que ce n'est pas impressionnant. Le Super e-Platform de mars 2025 n'est pas du marketing creux. C'est 3 fois la puissance des superchargeurs V4 de Tesla. Voilà, c'est dit. Maintenant, revenons à ce qui se cache derrière cette vitrine. Parce que pendant que vous admiriez les 12 bornes de la station Hub de Shanghai, quelque part en Chine, un fournisseur attendait son paiement depuis 270 jours. Ce n'est pas une exagération. C'est le mécanisme même que BYD utilisait pour financer sa croissance. La chaîne D-Chain, des traites sans intérêt qui repoussaient l'échéance des factures jusqu'à 9 mois.
Fin 2024, une fuite a révélé que l'entreprise exigeait de ses fournisseurs une baisse de prix de 10% pour l'année suivante. Il a fallu qu'un régulateur impose, le 1er juin, un délai maximum de 60 jours pour forcer BYD à payer normalement. Vous voyez le problème ? La vitesse de conquête des stations-service n'était pas financée par les bénéfices d'exploitation. Elle était financée par l'argent que BYD devait, mais ne payait pas. Et le réseau de concessionnaires, pendant ce temps-là, s'effondrait littéralement sous vos yeux. En mai 2025, le groupe Tiancheng dans le Shandong a fermé plus de 20 salles d'exposition d'un coup. Pas une fermeture isolée, un effondrement régional. Et selon les données de l'Association chinoise des concessionnaires automobiles, la CADA, les voitures BYD invendues restaient en moyenne 3,21 mois chez les concessionnaires, contre 1,38 mois pour le reste du marché. C'est plus du double. Ce n'est pas un accident comptable, c'est le symptôme d'un système qui pousse du volume plus vite que le marché ne peut l'absorber, et qui fait payer ce déséquilibre à ceux qui vendent la voiture, pas à ceux qui la fabriquent. Puis, il y a eu la guerre des prix, le 23 mai, quand BYD a baissé le prix d'un de ses modèles de plus de 30% d'un coup. Le régulateur chinois a dû sortir un communiqué pour demander aux constructeurs de corriger la concurrence involutive, l'expression même du Premier ministre Li Qiang. Traduisez ça simplement, même l'État chinois, qui a tout intérêt à voir BYD gagner, a jugé que le rythme devenait dangereux pour l'écosystème entier. Et puis, il y a eu le Brésil. Décembre 2024, chantier de l'usine de Camaçari, dans l'état de Bahia. Les autorités y ont trouvé 471 travailleurs chinois entrés illégalement dans le pays, 163 d'entre eux reconnus comme victimes de conditions proches de l'esclavage. On leur confisquait jusqu'à 60% de leur salaire et leur passeport. Un seul toilette pour 31 personnes. Je le dis clairement, par honnêteté, le responsable direct était le sous-traitant, Jinjiang Open Engineering, et BYD a rompu le contrat immédiatement, avant de signer en janvier 2025 un accord avec le parquet du travail brésilien pour 40 millions de reais. La réaction a été rapide. Mais un modèle de croissance qui repose autant sur des sous-traitants, à cette vitesse, sur autant de continents à la fois, crée structurellement ce genre de risque. Ce n'était pas un accident isolé et imprévisible. C'était une conséquence logique de la manière dont l'expansion est organisée. Maintenant, souvenez-vous du tout début de cette histoire. Berkshire Hathaway, l'investisseur légendaire, entre au capital de BYD en 2008 avec 230 millions de dollars pour 10% de l'entreprise. Pendant des années, c'était mon argument massu. Si Warren Buffett y croit, pourquoi pas moi ? Mais regardez la chronologie, précisément. Berkshire commence à vendre en août 2022, juste après que BYD ait annoncé l'arrêt total des voitures purement thermiques. À la mi-2023,